Bon, je suis actuellement en train de pleurer et j'en ai marre en fait parce que je le montre pas sur les réseaux, mais ça fait à peu près 1 an que je fais une dépression, que je suis trop triste, que je suis dégoûtée de la vie, que j'ai plus le goût à la vie. Bref, je vous explique. J'ai pris un contrôle fiscal parce que je ne déclarais pas mes revenus minimes. Bref, je l'admets, j'ai pas déclaré, je ne connaissais rien. Pour moi, je ne savais même pas que c'était genre, parce que, soi-disant, ce n'est pas un vrai métier. Et là, en fait, je réalise que j'ai vendu mon HUC, que tout le monde m'a vu à Walp, et que je vais devoir tout rembourser. C'est-à-dire que, en fait, j'ai vendu mon HUC, et je suis encore pauvre, en fait, et ça me rend... Je suis au bout de ma vie, les gens. Genre, faites attention, déclarez bien vos revenus parce que c'est pas des blagues, le fisc français. Mais là, je me dis, en fait, je vais rester. Genre, je suis une PU et genre, je reste pauvre. Genre, c'est horrible. Ah, mais c'est horrible. Genre, je l'ai fait gratuit, ça veut dire. Ça me met genre hyper mal, genre, ça me déprime. J'ai même plus envie de vivre, en fait. Je suis dégoûtée. Bref. Voilà. Dans quelles conditions est-ce que l'on peut bien s'entendre alors? Est-ce que vous pouvez bien vous entendre avec un arabe ou des arabes? Eh bien, à mon point de vue, pour m'entendre avec les arabes, il faut qu'on soit plus fort qu'eux. Parce que si l'on faiblit, si l'on se met à égalité, eh bien, ils vous passent dessous, ils vous dominent, hein, on ne peut plus les tenir. Moi, je suis attachée au droit d'asile. Je pense qu'il faut effectivement qu'on permette aux femmes yézidis, aux chrétiens d'Orient, pardonnez-moi, aux Afghanes, aux Syriens, de pouvoir bénéficier du droit d'asile en Europe, évidemment. Les punaises de lit même, ça peut prêter à sourire, mais c'est aussi l'ingérence du Kremlin. Regardez Pascal, et c'est un message qui est énormément revenu. La moindre des politesses est de regarder son interlocuteur dans les yeux. Madame Ayé, effectivement, il y a eu beaucoup de réactions sur le fait que vous étiez plutôt penché sur vos notes, que vous étiez plutôt tourné vers Benjamin Duhamel, en tout cas en début de débat, et que vous aviez du mal à observer votre adversaire. Ce sont des imbéciles et des violents qui croient m'intimider, mais moi, je suis comme les Corses, on m'intimide pas. Largement, qu'est-ce que vous attendez de votre venue en Corse? Et tout simplement, vous savez, au-delà de ces braillards, moi, je sais que les Corses sont d'accord avec moi et qu'il y a une grande vague identitaire qui se lève en Corse parce qu'ils ont compris que la défense de l'identité corse et la défense de l'identité française, c'était le même combat. Et c'est pas ces braillards qui me font taire.
J'ai douté qu'il soit mort là, vraiment. Wesh. Oh non. Gros, c'est une dinguerie, ils veulent se taper et tout. Ils ont ramené un chien, genre un putain de chien de garde, genre. Il est en train de croquer les gens et tout. Il a voulu faire marche arrière. Le plus important, évidemment que c'est pas la question, mais c'est le moment. C'est même pas la réponse, c'est le moment. C'est-à-dire que peu importe la question, peu importe la réponse, il faut qu'il y ait un moment. Il faut qu'on entende. Moi, mon obsession le matin sur Inter, par exemple, c'est qu'il y ait un moment. C'est pas d'aller chercher et déceler la vérité, c'est qu'il y ait un moment, et que l'auditeur soit surpris. Pour moi, un bon journaliste, c'est quelqu'un qui va faire un moment où il va se passer un truc. Le CRS se retrouve chaque jour confronté à des situations inattendues et imprévisibles, ce qui nécessite une vigilance permanente de l'encadrement. Comme ici, où un passant s'est interposé lors d'un contrôle d'identité. Allez, vous circulez. Allez, ok, avec vous me suivez alors. Ok. Monsieur, civil, ça nous contrôle l'identité. Monsieur se prétend être un homme libre. Je dis qu'il faut circuler, pas voulu circuler. Alors je viens ici pour une vérification d'identité là. Voilà, c'est un homme de gauche là. Je tiens à le préciser, c'est Jean qui dit. Bon, l'homme de gauche, gauchiste nous emmerde dans la culture. Hé, Robert. Elle, tu la suspends. Elle dit, parce que c'est encore une fois, c'est sur Twitter. Ils pensent trop que Twitter, c'est la fête et qu'on peut tout faire sur Twitter quand t'es payé avec l'argent des Français. Là, pays de racistes dégénérés, c'est les racistes qui te payent en fait. Hein. Faut pas, va-t'en de Radio France, reste pas là. Si la France c'est un pays de racistes, alors on peut comprendre qu'il y a des gens qui disent voilà, la France c'est devenu un pays de fachos, regardez les élections, etc., etc. Mais la France, elle a des gros problèmes. Mais si c'est un pays de racistes, ne te fais pas payer par les Français, en fait. Ne te fais pas payer par un service public français. Moi, j'attends que Radio France réagisse. Et j'attends que cette dame-là, elle présente ses excuses. Je suis pas pour la suspendre parce que j'aime pas qu'on touche au travail des gens. J'aime pas qu'on vire les gens. Donc j'ai mis un nom. Mais j'attends qu'elle s'excuse. Qu'elle prenne son Twitter, là. Et qu'elle fasse maintenant. Et qu'elle dise, c'est vrai, j'ai été trop loin. J'ai peut-être déconné. Voilà. Moi, j'attends qu'elle s'excuse. Et j'attends que Radio France parle aussi un peu parce que c'est facile pour Radio France à chaque fois. Il y avait eu Guillaume Meurice, il y a encore des histoires, il y a tout le temps des histoires avec Radio France. Suspendu d'ailleurs. Il y a tout le temps des histoires avec Radio France et Guillaume Meurice suspendu. Mais Radio France, faut pas oublier que quand vous rentrez chez Radio France, c'est les Français qui vous payent. Hein. C'est pas vous. Hein. Vous produisez rien, c'est les Français qui vous payent. Alors insulter les Français, c'est bien. Chez Radio France, c'est les Français qui nous payent. Chez Radio France, c'est les Français. À moins que je dise une connerie. Non, mais comment est payé Radio France? Les contribuables. Avec l'impôt de qui? C'est les contribuables. Des dégénérés et des racistes. Exactement. Quand on vous regarde, on ne pense pas spontanément à la France, excusez-moi. Eh ben, vous non plus. Bah si, justement, moi je suis habillé comme un Français. Pardon. Ah si. Non, mais moi je suis pas déguisé en bédouin du 8e siècle. Mais ça c'est grave. C'est grave d'avoir de tels propos. Et vous vous ridiculisez en parlant comme ça et ça prouve votre islamophobie en fait. Vous voulez vous autodiscriminer pour ensuite reprocher aux Français de vous regarder de travers. Mais c'est quoi ça? Habillez-vous normalement et tout le monde vous regardera normalement. La preuve avec vos propos. Je sors d'un entretien. Vraiment, écoutez l'histoire. Donc j'arrive et tout, donc c'est un entretien qui a un rapport avec mes diplômes. Déjà prenant en considération qu'au téléphone la personne était impatiente de me voir. En vue de mes diplômes, en vue de ma disponibilité, elle était impatiente de me voir. Sur mon CV, j'ai pas mis ma photo avec le voile, c'était volontaire. J'arrive, le mec il arrive comme ça, donc à l'entretien. Bonjour, c'est vous le rendez-vous de... Oui, c'est moi. Très bien, suivez-moi. Alors déjà, là l'ambiance, j'ai compris qu'elle allait être palpable tout au long. Ensuite, monsieur me décrit le poste. Me parle du coup de ce qu'on attend de moi, ça a duré 5 minutes. Il met fin à l'entretien en mode du coup on vous rappellera. Par contre je me suis pas le but d'un entretien c'est qu'on se présente, c'est qu'on parle, c'est qu'on discute, c'est que vous me posiez des questions. Vous m'avez absolument rien posé comme question. Vous m'avez présenté le poste. Non mais madame, je vais être honnête avec vous, je vous jure que ça m'a tellement choquée, mais genre vraiment choquée. Je vais être honnête avec vous, j'ai pas envie de vous faire perdre votre temps, ni le mien d'ailleurs. Vous portez le voile, donc à partir de ce moment-là, ça nous pose problème. Vos compétences et vos qualifications sont là, mais vous portez le voile. Vous acceptez de le retirer? Bah non monsieur. Bah voilà, donc vous allez pas me rappeler. Tu vois, je lui dis clairement, pourquoi est-ce que vous me faites perdre mon temps? Bah non, du coup c'est pour ça que j'ai écouté l'entretien qui a duré que 5 minutes. Et je vous jure, ce qui me choque dans tout ça, je vais pas dire ce qui me choque parce que ça me choque pas, c'est la France, mais c'est l'aisance qu'il a eu de me dire ça yeux dans les yeux. Genre en mode, ma pauvre fille, voilà, c'est de la discrimination, mais si t'es pas contente, c'est la même chose quoi. Enfin, au moins avant il y avait cette pudeur, cette hashma si je puis dire, de sortir une excuse, de pas vraiment dire la vérité, pour pas heurter les gens ou la sensibilité des gens. Aujourd'hui, il me l'a sorti mes textos. Bon, c'est pas la première fois que ça m'arrive, mais je voulais vous en parler.
C'était vraiment pas un poste genre de ouf. C'était voilà, cadre dans une entreprise. Je tairais l'entreprise parce que j'ai pas forcément envie d'avoir de problèmes, mais enfin c'est une entreprise que tout le monde connaît. Et en plus on m'a dit d'aller postuler là-bas parce qu'ils acceptent le voile. Alors ce genre d'entreprise accepte le voile à partir du moment où vous travaillez en tant qu'employé polyvalent. Voilà, je dirais pas le nom de l'entreprise, mais normalement ça va vous donner une petite idée. Et franchement moi ce qui s'est passé aujourd'hui ça me conforte encore plus dans mon choix de m'engager dans la politique en fait, tout simplement. Parce que c'est pas normal, vous avez diabolisé le voile. Aujourd'hui vous avez rendu le voile diabolique alors qu'à la base c'est censé signifier quelque chose que pour la personne qui le porte. Je le dirai jamais assez, un voile c'est pas contagieux, c'est pas parce que vous travaillez avec capitalisme financiarisé et mondialisé, de la même manière en mettant en concurrence les salariés français avec les Chinois, et donc en mettant des modèles sociaux en concurrence, en mettant la finance au-dessus de tout et en libéralisant la finance, a fait en sorte que le capital a eu un rapport de force très positif sur le travail. Et donc les salariés ont été obligés d'accepter des baisses de conditions de travail, plus de flexibilité si on est positif, plus de précarité si on est négatif, c'est-à-dire qu'on est passé du CDI au CDD, au CDD court et maintenant à l'auto-entrepreneur, et pas de croissance des salaires. Et tout ça, ça fait qu'il n'y a plus de croissance économique, que personne ne s'en sort, ni les salariés qui n'arrivent plus à manger à leur faim. Oui. Je vous rappelle quand même que le travail, c'est fait pour que les gens mangent à leur faim et puissent être soignés. Et bien maintenant, on a des gens qui n'arrivent plus à se loger, plus à se soigner, plus à manger à leur faim, tellement le modèle économique est cassé, tout en ayant des petits entrepreneurs qui font faillite pour tout un tas de raisons, parce que le modèle économique est cassé. Donc en fait, les entrepreneurs et les salariés ont le même intérêt, c'est de détrôner les tyrans que sont Bernard Arnault, François Pinault, tous les gens qui possèdent les médias, toute cette classe économique de super riches, de super grosses entreprises, qui veulent ce modèle économique parce qu'ils tirent les marrons du feu au détriment des petits entrepreneurs et des salariés. Et il faut arrêter d'être soumis à cela, parce que je le vois même dans notre droite nationale, dont moi je fais partie, je vois que les gens sont soumis à ce libéralisme-là, à ce libéralisme qui est faussé par les plus puissants et qui l'instrumentalisent par les médias, par leur puissance économique et par leur puissance maintenant qui devient politique avec un Macron au pouvoir qui est leur chose. Aux secondes, il se trouve que je fais des salles pleines. Il se trouve que quand je me promène en France et à Paris, je suis maintenant sans cesse abordé par des gens qui me disent « on va tous voter pour vous, tenez bon ». Donc il y a un petit problème. Je pense que les renseignements généraux, à la DGSI, doivent de temps en temps envoyer des notes au gouvernement qui doit se dire, faut peut-être pas déconner, hein. C'est-à-dire qu'en ce moment, il y a un parti qui est en pleine ascension, c'est l'UPR, c'est le parti du Frexit. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est sorti. Je vois que ça. Voilà. Et autre chose aussi, j'ai reçu beaucoup d'auditeurs, enfin de tweets, quelques-uns qui me demandaient pourquoi vous faites pas parler Asselineau, pourquoi vous faites pas parler Philippot, effectivement, les petites listes, entre guillemets, hein, je ne dis pas que je leur souhaite de n'être pas petites au moment du vote. Eh bien, deux choses. Vous savez que depuis le 15 avril, toutes les radios, les télévisions, tous les médias sont soumis à la même loi, au même règlement de l'Arcom, qui consiste à une répartition très précise. On peut être pour, on peut être contre, mais c'est comme ça. Des temps de parole, des listes, des candidats, etc. aux élections européennes, en fonction des derniers résultats, qu'ils soient présidentiels ou effectivement ou des dernières élections européennes d'il y a 4 ans ou 5 ans, en fonction aussi des sondages et effectivement des pourcentages des listes. Voilà, encore une fois, on peut dire mais le principe d'égalité n'est pas posé. Bon, voilà, mais il y a une espèce de péréquation et de proportionnalité. Donc moi j'avais demandé, je vous dis ça pourquoi, j'avais demandé avant le 15 avril, où on n'avait pas ces règlements, j'avais demandé effectivement à Asselineau, François Asselineau, et à Florian Philippot de venir parler du souverainisme. Ils avaient 1 heure pour venir en direct sur Sud Radio, dans mon émission, parler du souverainisme. Eh bien, écoutez, vous savez ce que j'ai eu comme réponse? Alors, Florian Philippot m'a dit, et ça n'empêche pas qu'on le recevra, hein, mais dit amicalement ou gentiment, que lui, il voulait un pro-UE, un anti-UE, et qu'il ne voulait pas, sinon, dit-il, dans un tweet qu'il a envoyé à mon collaborateur, c'est du spectacle. Quant l'entourage, quant aux collaborateurs de François Asselineau, ils ont dit non, c'est pas de son niveau.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les souverainistes, qui vont peut-être faire même pas 4 à 5 chacun, qui vont peut-être pas avoir un seul député, au lieu de discuter pendant 1 heure ensemble de ce que c'est que le souverainisme, font du tout à l'ego. Ah non, moi je veux bien tout seul. Ah non, pas avec lui là, c'est pas de mon niveau. Ah, moi je veux bien être tout seul, mais attention, c'est du spectacle. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Comment voulez-vous arriver à quoi que ce soit? Comment voulez-vous convaincre qui que ce soit, même si vous faites 200 000 dans les écoutes, même si vous êtes très lucide, et on applaudit, bravo, etc., etc. Mais vous n'êtes même pas foutu de venir discuter à 2 pendant 1 heure, 1 heure et quart sur Sud Radio, de parler un peu de ce qui intéresse les gens, souverainistes ou pas, Frexit ou pas, on sort de l'euro ou pas. Vous n'êtes même pas foutu de le faire. Pourquoi? Parce que, non, moi je vais tout seul. Ah ben lui, je veux pas parler avec lui. Non, etc. Mais enfin, franchement, mais vous allez comment? Mais c'est pas parce que vous faites 200 000 ou même 1 million d'écoutes et de views. Nous sommes très nombreux. Les TikTokers font 3 millions de vues. Alors arrêtez de nous bassiner avec vos auditoires. Arrêtez, et puis vraiment, soyez un tout petit peu moins narcissique et faites votre boulot. Voilà. Et je parle de gens que j'estime. J'estime beaucoup Florian Philippot. Asselineau est un type qui a beaucoup de talent aussi et de connaissances. Mais laissez vos égos au vestiaire. Franchement.